Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce mercredi 27 août 2025 dans le cadre de votre émission culturelle Le Boulevard de la Culture. Nous sommes bien sûr rendus à mercredi et tous les mercredis à partir de 14 h, le Boulevard de la Culture débarque chez vous. Il s'agit tout simplement d'une émission de débat culturel avec un panel créé sur le volet. On va commencer bien sûr par présenter ce riche panel. On commence par celui-là qui est un habitué du plateau du Boulevard de la Culture. C'est tout simplement l'apôtre Jacques Nomo qui représente la société civile et qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Francine, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à tous les milliers de téléspectateurs de cette belle émission de Boulevard de la Culture. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En face de vous, nous avons un éditeur. Il est également écrivain. Lui, c'est Twisse Loé qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi et qui vient tout simplement nous parler de paix et sécurité internationale à l'ère de la mondialisation. Vision transcendantale, autant pour moi, d'une théorie d'identification humaine. J'y parviens. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Francine, bon après-midi à votre riche panel, bon après-midi à ceux qui nous regardent de la maison. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. Pourquoi avoir choisi forcément d'éditer cet ouvrage de Jean-Hermann Weah? Alors nous avons décidé de publier cet ouvrage parce qu'il touche un aspect important de notre humanité actuelle qui est la guerre, les conflits, les déchirures entre les hommes et bien d'autres faits vicieux qui perturbent l'évolution de l'humanité. Est-ce que c'est pour dire que le Cameroun est en proie à cela, ou bien vous êtes déjà comme un éclaireur, ou bien vous voulez sensibiliser tout simplement les citoyens? Non, dans cet ouvrage, il n'est pas question de présenter le Cameroun comme un pays de guerre, mais plutôt comme un pays, ou bien présenter l'humanité tout entière comme un lieu qui a besoin de paix et de sécurité internationale. Du moment où on observe davantage le racisme, les guerres ethno-tribales, les guerres religieuses dans le monde entier. Je rappelle que notre auteur Jean-Hermann Weah est un militaire de formation. Il est adjudant-chef. Il est également diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'IRIC, également diplômé de l'INJS. Il est actuellement en service à l'ambassade du Cameroun en Algérie. Donc, en tant que militaire, en tant qu'homme d'armes, quelqu'un qui est également instruit sur le plan intellectuel, il propose, non pas au Cameroun, non pas à l'Afrique uniquement, mais à l'humanité tout entière, les pistes de solutions pour résoudre des problèmes qui minent le monde entier à l'ère de la mondialisation où on parle davantage du village planétaire. Mais on se rend bien compte que ce village planétaire demeure uniquement dans les discours. L'auteur veut donc que l'humanité passe, que les hommes, décideurs politiques, décideurs militaires, passent donc de la parole aux actes. Raison pour laquelle il a eu l'honneur d'être préfacé par son Excellence Amidou Kamidor Djimoulou, qui est l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire du Cameroun en Algérie. Nous rappelons que c'est un homme qui a bénéficié de la très haute confiance du président de la République. Il a été pendant plusieurs années le conseiller diplomatique du chef de l'État. Il est actuellement même le responsable du RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc c'est en tant qu'expert, observateur averti du monde dans lequel que nous évoluons, que le préfacier a donc voulu associer son idée, sa plume, son expérience à l'auteur, notre auteur Jean-Hermann Weah, pour produire cet ouvrage aux éditions Astre Noir, dont je suis modestement le directeur général. On peut retrouver cet ouvrage où et combien il coûte? Cet ouvrage, on peut le retrouver d'abord à la librairie Les Peuples Noirs, ici même à Yaoundé, Monté, SNI. On peut le retrouver également dans les bureaux des éditions Astre Noir du côté de Ekoumdoum, en face de la station Axe. Ou bien, on peut tout simplement cliquer sur Facebook Twisse Loé, mon adresse personnelle, et à travers le contact, on va donc échanger. Le livre coûte 20 000 francs pour 375 pages. C'est un ouvrage assez volumineux qui sculpte l'humanité, qui décrypte le monde aujourd'hui et qui propose également des pistes de solutions. Parce qu'aujourd'hui, Francine, l'auteur s'est bien rendu compte que le suprématisme des uns et des autres, les égoïsmes, l'égocentrisme empêchent à l'homme actuel qui vit dans un monde moderne de s'épanouir. Alors aujourd'hui, on a des guerres qui perdurent, et finalement on arrive toujours à des solutions par la paix,
pas le discours. Donc l'auteur demande à l'humanité d'éviter les conflits et de privilégier la paix. Parce que, Francine, voyez-vous, il est inadmissible de marcher sur des cadavres, sur 1000 morts, 2000 morts, 3000, 4000 morts, et après revenir autour d'une table. On peut faire cela au début, anticiper sur les guerres. Voilà un peu ce que nous présente notre auteur Jean-Léman Ouéa. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En face de vous, nous avons un entrepreneur. Il est également partisan pour la protection de l'environnement, on va lui dire ainsi, car il est leader de Éco-Citoyen. Lui, c'est tout simplement Angelo Tweli qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Francine, bon après-midi à ce riche panel. C'est toujours un plaisir de se retrouver à Info TV. Et c'est une première au boulevard de la culture. Bien sûr. J'espère passer un bon moment, apprendre beaucoup de choses. On espère également. Et on espère que ça va devenir une habitude. Ce sera toujours un plaisir quand je vais recevoir votre invitation. Ok, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En face de vous, nous avons un artiste musicien qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Lui, c'est tout simplement Etundi Ndjenge, artiste musicien. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, facile. Comment vous allez? Très bien. Et comment se porte votre domaine? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique? Bon, j'ai été motivé par mon père et mon petit frère. Oui. Famzeng. Voilà. Voilà pourquoi. Le très renommé Famzeng. Oui. Et c'est pour ça que vous avez décidé également de reprendre de la musique. Ok. Et lorsqu'on parle de musique, vous touchez quel style de musique? On sait que c'est le bic aussi, mais vous parlez davantage de quelle thématique, par exemple? C'est les balafons. Et puis, moi, je parle dans le bic aussi balafon. Je parle de la vie des autres, comme peut-être des femmes, comme le dernier morceau là. Vous parlez forcément des femmes, pour faire quoi? Pour sensibiliser les femmes? Pour ne pas faire les gris-gris, pour ne pas donner des causes. Vous avez été victime ou bien votre entourage a été victime? J'ai été victime. Mais est-ce que les gris-gris, c'est aussi un peu bien? Ce n'est pas bon. Surtout les gris-gris qu'on mange là. Mais si vous êtes têtu, vous draguez une femme, vous voulez la laisser, vous voulez qu'elle fasse comment? Le chemin, la thématique qui va tarauder notre esprit cet après-midi, c'est tout simplement succession et politique. Vont-elles de pair? On sait qu'on parle généralement de succession lorsqu'il s'agit des chefs traditionnels. Est-ce qu'on peut parler de succession en politique? Est-ce que cela peut avoir un risque? Est-ce que c'est bien de parler de succession? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement éviter cela? Est-ce que la succession n'entrave pas à la démocratie? En tout cas, c'est la thématique qui va tarauder notre esprit et tout au long de cette émission, nous allons prendre de la graine et comprendre davantage de quoi il est question. Et pour participer à l'émission, vous pouvez tout simplement envoyer vos messages via WhatsApp ou simple message au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Cette émission se veut interactive dont vous pouvez participer. Je me retourne directement vers vous, Apôtre Jacques Nomo. Lorsqu'on parle de succession, on voit immédiatement les chefs traditionnels en politique. Est-ce un risque de parler également de succession? Est-ce que ces deux notions ont un lien? Je pense que ces deux notions forcément devraient avoir un lien, puisque étant déjà donné que la politique n'est rien d'autre que ce moyen de gérer, de diriger, il faudrait donc entendre ici que on succède pour mieux diriger. Et je pense que le problème, en ce qui concerne la politique, qui est l'organisation d'une société, c'est-à-dire le fonctionnement d'une société, a donc besoin véritablement des vrais successeurs. Parce que je pense que c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est au niveau du successeur, parce que lorsqu'on parle déjà de politique, c'est-à-dire l'art qui est de pouvoir diriger, est-ce que nous sommes appelés, nous tous, à diriger de la même manière? Parce que lorsqu'on parle de gestion, de pouvoir diriger quelque chose, il faudrait comprendre ici qu'il faut un certain nombre un certain environnement. Ça veut dire ce que je peux gérer ici n'est pas forcément ce que vous pouvez gérer. Et lorsque maintenant on voudrait amener quelqu'un à gérer une situation, il faudrait que la personne qui vient gérer tienne compte de l'environnement. D'où maintenant
le successeur ne serait donc pas n'importe qui et n'importe quoi. Donc, la politique et la succession devraient faire bon ménage. Parce qu'on ne devrait pas avoir quelqu'un qui sort de n'importe où, n'importe comment, et s'imaginer, n'est-ce pas, diriger quelque chose. Parce que si vous n'avez pas fait vos classes, n'est-ce pas, je peux appeler ça les classes primaires, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez diriger. J'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas être en mesure de diriger votre maison, mais pensez que demain, vous pouvez diriger 10 000 personnes. Vous voyez donc, en ce moment, il y a un paradoxe. Il faudrait déjà que, au niveau de votre gestion, qui est votre famille, vous vous en sortiez déjà pour pouvoir prétendre à une autre gestion un peu plus grande. D'où la Bible dit, si vous aviez été fidèle à des petites choses, il sera fort possible de gérer des grandes choses. Donc, la succession et la politique, déjà, quand on parle politique, tout le monde est appelé à faire politique. Ou alors nous tous, nous faisons la politique d'une manière ou d'une autre. On ne parlera pas simplement de politique parce qu'il faudra parler d'un parti politique. Chacun de nous, à son niveau, gère sa famille. Et la manière que je gère ma famille ne sera pas la même manière que peut-être les panélistes ici gèrent leur famille. Ils ont leur modèle de gestion qui fait donc en sorte que si moi dans ma famille, j'ai ma manière de gérer ma famille, forcément, mon successeur qui sera mon fils, je vais l'initier à ma façon de pouvoir gérer ma famille, parce que quelqu'un ne viendra pas gérer ma famille s'il n'a pas été à mon école. Parce que c'est moi, parce que c'est là où nous devons comprendre. Si aujourd'hui l'Africain pêche, c'est pas sans le vouloir, nous avons pensé que nous pouvons aujourd'hui parachuter un matin et un soir et devenir quelque chose sans pouvoir être à l'école de quelqu'un pour apprendre. C'est donc de ça la succession. C'est-à-dire, nous commencions quelque part et à la fin, puis nous sommes aux côtés de quelqu'un, nous voyons comment la personne fait et plus tard, nous aussi, on se met à faire. Donc, je pense en ce qui me concerne, la succession et la politique vont de pair. On ne peut pas gérer si on n'a pas été un bon successeur. Et pour être un bon successeur, on devrait apprendre aux côtés de quelqu'un afin de mieux gérer. Lorsqu'on parle de succession, est-ce que la succession ne peut pas avoir un impact sur la politique? Est-ce que cela ne peut pas impacter forcément? Merci beaucoup Francine pour cette très belle thématique. Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de préciser que nous pouvons identifier ici deux types de succession. La succession par la filiation, c'est-à-dire la famille, et la succession par des groupes. Alors, lorsqu'on parle de la succession par la filiation, on se souvient de l'Afrique. Nous prenons des cas de l'Égypte millénaire, l'Égypte antique, où les pharaons se succédaient les uns et les autres. C'est-à-dire, le trône circulait de père en fils. On a également le cas du royaume du Dahomey, ici au Bénin, une civilisation qui date des années 1660. On a également plus près de nous, Francine, la civilisation Bamoun, qui a près de 6 siècles. Donc, à ce niveau, on se rend bien compte qu'il y a la filiation qui a un impact direct sur la société. Alors, je vais dans le même sens que le pasteur pour dire ceci. La politique influence au niveau de la macrostructure, tant au niveau de la microstructure. Ça veut dire que même au sein de nos propres familles, il y a la politique. Les sociologues l'anciennent très bien. Je prends un cas simple. Voyez-vous, on a des enfants qui, pour attirer une certaine sympathie des parents, essaient de jouer à la politique, c'est-à-dire de se comporter bien. Alors qu'en réalité, ils ont de mauvaises intentions. Mais puisqu'ils veulent absolument que les parents aient un certain amour, une certaine sympathie pour eux, ils doivent essayer de se comporter d'une manière assez acceptable. À ce niveau, c'est de la politique. Même les parents, dans leur façon de gérer les enfants, le font avec beaucoup de politique. Parce que chaque parent, chaque enfant approche le parent et essaie de causer avec l'enfant. Les parents ne vont pas toujours dire ce qui se passe entre les enfants ou bien ce qu'ils disent avec tous les enfants. Donc, ils regardent les enfants et étudient les comportements des uns et des autres. Et à ce niveau, pour manager les enfants, il faut également faire recours à la politique. C'est pour dire qu'on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas fuir la politique. Si on ne fait pas la politique, elle va forcément nous faire. Voilà, maintenant, pour aller dans le cas de les situations dans les groupes. Dans les groupes, ici, on peut entrer dans le cadre des États. Pour parler des grands groupes qui ont toujours influencé nos pays. Je prends le cas, par exemple, de la Russie. On a la Russie unie de Vladimir Poutine qui est au trône depuis les années 2000. Là, c'est un même groupe qui occupe le trône, le pouvoir central. Ce ne sont pas peut-être des mêmes familles, mais des mêmes groupes politiques qui s'associent, qui forment une même idéologie, qui vont prendre les rênes du pays. On a donc la Russie unie qui est au trône depuis les années 2000. On va en Afrique du Sud, depuis 1994 avec Nelson Mandela. On a donc l'ANC, National Congress, qui est toujours
un parti au pouvoir depuis 1994. Ce ne sont pas les fils ou bien les filles qui gèrent le pays, mais c'est des groupes humains qui sont consolidés et qui maintiennent le pouvoir de l'État. On a également, Francine, le cas de la Chine, avec le Parti communiste chinois. Depuis 1949, c'est ce même parti qui dirige la Chine. À ce niveau, on va donc étudier l'idéologie des groupes. On sait très bien que chez les communistes, il n'est pas question de démocratie ou bien de changement d'un régime, d'un système à un autre. On va avec le même système, la même idéologie, mais tout, on succède de la même façon. Maintenant, il y a quand même un problème lorsqu'il s'agit de la succession dans nos sociétés dites démocratiques. On peut quand même observer le cas des pays comme le Gabon, on peut observer le Togo, avec la succession qui a été transmise de père en fils. À ce niveau, beaucoup de gens se posent bien des questions à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi le pouvoir revient aux mains des mêmes personnes. Mais Francis, c'est parce qu'on nous a appris la démocratie. On nous a dit que la démocratie était le pouvoir du peuple par le peuple. Mais est-ce que la démocratie est une valeur sûre des Africains que nous sommes? Qui nous a même dit que la démocratie est le meilleur système? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe les dynasties dans le monde, on se rend bien compte que ces dynasties résistent et évoluent. Prenez le cas de l'Arabie Saoudite. C'est un État prospère. Le pouvoir politique est transmis de père en fils. On a également le cas du Maroc, le royaume chérifien, qui est l'un des pays les plus développés de l'Afrique. Alors, ce ne sont pas des démocraties. Mais chez nous, en Afrique noire francophone surtout, on nous a fait croire que c'est la démocratie qui est pour nous le meilleur système. Et ça nous pose un réel problème parce que nous avons mal emprunté des mécanismes du pouvoir que nous ne maîtrisons même pas. Aujourd'hui, on se plaint parce que le père a été au pouvoir et le fils a succédé. Mais on ne se plaint pas lorsque, à Monaco par exemple, c'est une principauté, lorsque le père meurt et transmet le pouvoir à son fils. Donc même au sein des démocraties, on a aussi des monarchies. Au Cameroun, on a des monarchies, à l'ouest Cameroun, dans le Grand Nord. Et vous avez parlé du Maroc tout à l'heure. Donc chez nous, la situation qu'on posait la question, vous vouliez, je peux aller entrer un peu dans votre cerveau, entre guillemets, pour dire que lorsque vous posez la question, c'était peut-être pour aller dans le sens de dire que peut-être la situation entre le politique, pour le pouvoir politique, est bien ou bien n'est peut-être pas bien. Mais pour nous qui avons mal copié la démocratie, nous pensons qu'elle n'est pas le meilleur système adapté pour nous autres. Succession et politique vont-elles de pair, Angelo Toueli, lorsqu'on parle de succession et politique? N'y a-t-il pas forcément un impact négatif ou bien c'est positif? Est-ce que cela n'entrave pas également forcément à la démocratie? Succession et politique. Je crois que quand j'ai écouté les copanélistes, M. Tuisse, ils ont utilisé le concept comme monarchie. Et il a parlé de groupe. On peut parler d'oligarchie. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est dans nos États au Cameroun, dans quel régime sommes-nous? Est-ce que nous sommes une monarchie? Est-ce que nous sommes une oligarchie? Ou alors, est-ce que nous sommes une démocratie? Parce que je crois que le débat ne doit pas se faire chemin faisant. Quel est le mode d'administration politique, le système politique que nous avons choisi? Si il est clair que nous avons opté pour la démocratie, parce que c'est dans notre constitution, l'article 3, je crois, qui dit que les partis politiques concourent au suffrage et sont tenus au respect des principes de la démocratie. Moi, je m'accroche à la démocratie parce que si j'entre dans tout ce qu'on est entré là, je vais dire, oh, succession, au niveau de la famille, au niveau communautaire, on connaît comment ça se passe. Moi, je suis de Djumbam, à Bafia, le successeur, c'est l'aîné. Et à l'ouest, ça se passe d'une certaine manière, etc. Mais on parle, je crois que c'est l'allusion que vous faites, à l'État, au Cameroun, parce qu'effectivement, nous sommes en période électorale. Et on a un président de la République qui a un certain âge. Il est normal de penser à sa succession. Mais est-ce que c'est le mot qu'on doit utiliser en démocratie? C'est la question. Ce n'est pas le mot qu'on doit utiliser en démocratie. C'est le suffrage universel qu'on utilise en démocratie. En démocratie, c'est pas les élections que ça va se passer. C'est le mode démocratique. Parce que quand on fait une analyse globale, on va nous dire
la dévolution du pouvoir, il y a 4 possibilités. Quand ce ne sont pas les élections, c'est héréditaire dans les monarchies, c'est les coups d'État qu'on accède au pouvoir, mais c'est même les nominations. Et quand moi j'analyse le Cameroun, j'ai l'impression qu'on veut nous amener soit dans une histoire héréditaire, véritablement nous ne sommes pas une monarchie, mais soit vers une nomination. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y a eu un passement de jambes qui avait été fait à l'époque, en son temps. Le président Ahidjo avait organisé la constitution pour que celui qu'il contrôlait, entre guillemets, celui qu'il voulait, reste au pouvoir. On peut dire qu'il a nommé de certaine manière, parce qu'il a dû user à l'Assemblée nationale, on a modifié que dorénavant, en cas d'absence du président, d'indisponibilité du président de la République, c'est le Premier ministre. Et je crois que c'est ce schéma dans lequel on va embarquer les Camerounais. Ils veulent bien prendre le pouvoir en 2025 pour organiser peut-être un poste de vice-président. Et en ce moment, nous sortir le successeur. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que le Cameroun est alors une monarchie ou alors une oligarchie? Bref, on sait que nous sommes une oligarchie. Et moi, à lire les événements camerounais, je trouve le président vraiment embarrassé. Parce que lui, on lui a posé la question, est-ce que vous aurez un successeur? Il a dit non, on ne parle pas de succession. En démocratie, c'est le préalable du président de la République, pour le paraphraser, qu'on ne parle pas de succession en démocratie. Et il a voulu jouer le jeu de la démocratie, du légalisme. J'aimerais bien savoir comment il va faire pour que, comme nous sommes une oligarchie, un groupe qui a le pouvoir et qui veut le maintenir au-delà de M. Biya, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire ce passement de jambes là, parce que c'est à ça. Est-ce qu'ils auront suffisamment le courage? Comme par exemple en Guinée équatoriale, où Obiang Nguema, Bazoro le père, a dit que son fils est vice-président. Il ne cache pas qu'après lui, c'est son fils. Nous, le président n'a pas eu suffisamment de courage pour aller dans cette direction. Et je le trouve bien embarrassé en ce moment-ci. Oui, Loé voulait forcément réagir. Oui, je trouve que M. Angelo est très bien parti pour faire la futurologie, parce qu'il dit qu'on veut essayer de nommer un président de la République, alors que nous parlons bien des élections présidentielles. Non, je ne vous coupe pas. Mais j'ai dit, après les élections du 12, ils vont nous faire un passement de jambes constitutionnel pour créer un poste de vice-président afin de nous nommer un successeur. Et c'est le schéma. Donc vous êtes dans la futurologie? Oui, prenez ça comme vous voulez. Mais nous sommes des analystes politiques, nous sommes des acteurs politiques. Moi, je suis content d'être dans le boulevard de la culture. Et quand je venais, j'ai apporté la Constitution. Parce que c'est que quand on parle de culture, parfois, les gens ne lisent pas la Constitution. Tout à fait. Parfois, ils aiment chanter. Il y avait une belle mélodie que nous avons écoutée tout à l'heure. On aime chanter, on aime danser. On aime prendre la vie avec légèreté. C'est important pour l'équilibre psychique. Bien sûr. Mais il faut que les Camerounais apprennent à lire la Constitution. Bon, est-ce que cette Constitution que vous avez à me dit qu'après le 12 octobre, on va nommer un président? Il faut la modifier après le 12 octobre. Faites le pari. Ok. Forcément, apôtre Nomo, quels sont les risques qui sont forcément liés au fait qu'on associe par exemple la succession et la politique? Est-ce qu'il n'y a pas forcément des risques? Je pense que je vais peut-être embrayer sur un volet que j'ai suivi sur ce plateau. Tout à fait. En ce qui concernait le mode de fonctionnement ou de gestion de chaque État ou de chaque peuple. Il faudrait déjà comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque famille, nous n'avons pas la même manière de gérer. Il faudrait donc comprendre que, moi j'ai l'habitude de le dire, parfois il y a des mots qui sonnent un peu plus forts. Lorsqu'on parle de démocratie, même les pays les plus démocrates au monde ne le sont pas. Vous allez voir que même aux États-Unis, à l'heure actuelle, on parle bien de démocratie, mais il y a toujours un groupuscule de personnes qui décident du président à la fin. C'est une façon de dire quoi? La gestion d'une communauté ou d'un peuple n'est pas aisée de donner à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce que nous avons souvent vu, c'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des pays qui essaient de conserver le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Vous n'allez pas vous lever un matin, je prends par exemple la Grande-Bretagne, en Angleterre, qui est un grand pays démocrate ou démocratique. Vous voyez, on conserve là-bas parce qu'on voudrait que le pays se gère d'une manière. Il y a un poste que tout le monde peut occuper, qui est le poste de Premier ministre. Mais
à un moment, il y a une famille qui conserve le pouvoir. Pourquoi? Parce que, Francine Ateba, qu'on ne vous mente pas, si aujourd'hui les Africains nous souffrons et que les gens souffrent, c'est parce qu'on n'a pas compris que chaque famille a son modèle de développement. Chaque famille a sa façon de gestion. Je ne vais pas gérer ma maison comme vous la gérez, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, nous n'avons pas les mêmes apports. Si maintenant, on voudrait que des jeunes pays africains, par exemple, comme le Cameroun, se mettent au même niveau que les États-Unis, se mettent au même niveau que la France, je vous dis que ce serait impossible. Puisque eux-mêmes aujourd'hui, nous voyons comment c'est en train d'échouer. Donc il faudrait que nous puissions à notre manière réétudier notre modèle de démocratie, si je dois l'appeler ainsi. Que la démocratie ne soit pas ce qu'on dit le pouvoir du peuple par le peuple, parce que on voit ça dans nos villages. Moi, je prends je suis un petit. Vous allez voir au village maintenant, ce qu'on appelle les chefs de village, on les vote. Et nous voyons ce que ça apporte, parce que n'importe quel individu se lève aujourd'hui, il dit qu'il est déjà chef. Et vous allez voir, il va se mettre avec ses amis, ses copains. Effectivement, on le prend, il devient chef. Et plus tard, nous voyons les conséquences. Parce que c'est quoi? C'est la démocratie. Il faudrait qu'il y ait une démocratie contrôlée. Pas une démocratie, vraiment démocratie, qui risquerait de nous amener à avoir des regrets plus tard. D'où la succession est importante. Même s'il y a une démocratie, je crois que le panéliste ici ne dira pas le contraire. Vous allez voir même là-bas, la succession est préparée. Quelqu'un ne viendra pas de nulle part et il deviendra un président français. Il a été préparé dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il faut... Et si maintenant vous arrivez et qu'on constate que ce n'est pas trop ça, ils ont une manière d'écarter cela. Ils ont des manières d'enlever cela. Pour dire, la gestion, ou alors la gestion d'un pouvoir est tellement sensible que on ne devrait pas laisser le pouvoir entre les mains de n'importe qui. Vous n'allez pas dire que les Indiens qui sont là et qui ont leur chef ne sont pas Indiens. Parce que ce qui est important, c'est la gestion. J'ai dit, la politique, c'est la manière de gérer. Et la manière de gérer tient compte d'un certain nombre de choses. On ne peut pas, moi je le dis toujours, la démocratie a fait en sorte que c'est celui qui parfois qui est éloquent qu'on finit par prendre. Ce n'est pas parce que vous êtes éloquent que vous pouvez gérer. Il faut faire la part des choses. On peut avoir des gens qui sont brillants, on peut avoir des gens qui sont éloquents, mais en ce qui concerne la gestion, ils ne seront pas capables de gérer. D'où maintenant, pour pouvoir mettre des gens à la tête, n'est-ce pas, d'un groupe de personnes pour gérer. Parce qu'il faudrait dire ici que gérer n'est pas facile. Vous savez, quand nous sommes au quartier, c'est tout le monde qui peut dire ce qu'il veut et qui pense. Mais lorsqu'on vous donne maintenant le fauteuil que, bon, maintenant, aujourd'hui, Francine Ateba, c'est vous, la nouvelle directrice, le nouveau directeur, je ne sais pas quoi, vous allez voir que il y a maintenant un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu que vous n'aviez pas quand vous étiez dehors. Et là, maintenant, quand vous allez traîner pour prendre des décisions, on dira tout ce qu'on... Parce que celui qui gère, il est sous le feu de l'action, contrairement à celui qui ne gère pas. D'où il est important, je l'ai dit tout à l'heure, il faut préparer la succession. Et le successeur est toujours à côté de celui qui gère pour pouvoir mieux voir, afin que lorsqu'il viendra demain, qu'il puisse déjà aussi continuer. Mais si on continue, le panéliste l'a dit tout à l'heure, dans la sorte de démocratie qu'on a en Afrique, on voit ce qui se passe. Il y a, chaque 3 ans, il y a des coups d'État, chaque 3 ans, il y a des guerres civiles. Est-ce que nous allons donc demeurer dans cette forme de démocratie où, parce que dès que tu remportes les élections aujourd'hui, je prends le cas de l'Afrique, on conteste toujours. Quel est le pays réellement que vous allez voir qu'on a accepté les élections? Pourquoi ne donc pas trouver une forme de succession démocratique, je ne sais pas, qui pourra amener les pays africains à ne plus se retrouver en train de perdre des vies humaines? Parce que tous les pays presque en Afrique, on connaît les mêmes problèmes en ce qui concerne la démocratie. On s'est dit donc en ce moment-là que la démocratie peut-être n'est pas à la manière africaine. Il faut donc trouver une nouvelle forme de démocratie africaine. Et il ne faudrait pas avoir honte. Parce que s'il y a des pays aujourd'hui qui... Bon, est-ce que les Bush... On a eu des successions aux États-Unis, les familles Bush. Est-ce qu'il y a eu un problème là-bas? Pourquoi il y aurait toujours des problèmes en ce qui concerne les Africains? Est-ce pour dire que la solution, c'est la succession? Si c'est ça qui marche, c'est pour ça que je dis que chaque famille a son modèle. Si c'est ça qui marche chez moi, vous pensez que chez moi, je vais aller prendre un étranger venir gérer ma maison? Non, j'initie mon enfant. Si c'est ça qui donne les fruits chez moi, c'est ça qui doit continuer. Si ça ne donne pas les fruits, on cherche notre modèle. C'est de ça. Ne pas faire le copier-coller pour faire parce que les autres font, alors que ça ne donne pas chez nous. C'est dans ça que je suis. Parce que nous sommes ici pour trouver un mécanisme de fonctionnement qui permettra à la société, à la communauté d'avancer. Si c'est la succession qui donne,
comme nous voyons avec les peuples bamileke, il y a moins de problèmes, comme nous voyons avec les autres. Que nous allons dans le mode de succession, c'est-à-dire on sait que, et même déjà, on va parler dans la Constitution, comme le disait le panéliste, la Constitution prévoit même la succession. Nous savons qu'en cas de vacance du président de la République, la Constitution prévoit que c'est le président du Sénat, la Constitution prévoit que... Vous voyez donc que même là, il y a déjà, la succession est déjà établie. Donc ça veut dire, qu'on le veut ou non, même en démocratie, on a pensé à la succession. Est-ce que la succession est gage forcément de sécurité et d'assurance? Je suis d'accord avec M. Nomon, parce qu'il nous fait savoir que la démocratie, en réalité, n'existe nulle part dans le monde. Aujourd'hui, on parle de démocratie, je parlerai même des démocraties. C'est-à-dire que la démocratie française, la démocratie américaine, peut-être même la démocratie camerounaise. Voyez-vous, par rapport à la guerre en Ukraine, on a 78% des Français, ce sont les chiffres, qui sont contre l'ingérence de la France dans la guerre en Ukraine. 78% des Français. Mais ils sont majoritaires. Est-ce qu'ils sont écoutés par la minorité au pouvoir si on parle bien de démocratie? Donc à ce niveau, c'est la volonté, le frère Angelo a parlé tout à l'heure, de l'oligarchie. L'oligarchie qui est au pouvoir, qui maintient dans le peuple dans ce qu'il ignore. Bon, vous parlez du risque, Francine. Faites donc le bilan, ou bien faisons donc le bilan de la démocratie en Afrique depuis 1960 jusqu'à nos jours. Essayons de scruter tous les pays africains dits démocrates. Que ce soit le Cameroun, je commence par le Cameroun, c'est notre pays. Que ce soit le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali. Tous ces États dits démocratiques ont finalement sombré. Pourtant, à côté de la démocratie, on avait un régime de Muammar Kadhafi qui n'était pas une démocratie, mais qui était quand même un système prospère, qui donnait de l'eau gratuitement aux Libyens, de l'école, de l'énergie gratuitement aux Libyens. Mais ce qu'on appelle en démocratie, c'est une forme d'imposition qu'on est venu laisser en Afrique pour dire aux Africains, ne marchez pas comme ça, mais marchez plutôt comme ceci. Je vous ai dit tout à l'heure que les monarchies ont résisté 600 ans que le royaume Bamoun. Le royaume Bamoun est donc né avant l'avènement de l'État même du Cameroun. Puisqu'on parle de l'État des années 1960, on a déjà une dynastie Bamoun qui est là depuis des siècles. Or, cette dynastie-là marche sur de rails et n'a jamais essayé de dérailler. Mais quand on parle de démocratie, il faut dire que c'est un emprunt que nous ne parvenons même pas à maîtriser. On ne maîtrise pas la démocratie. Pourquoi faudrait-il absolument qu'on voit toujours ce qui se passe ailleurs pour pouvoir imposer cela chez nous? Je pense que à une certaine époque, la France ou bien les pays coloniaux ont fabriqué les dirigeants en Afrique et ont posé à ceux-là une certaine démarche à suivre. Malheureusement, c'est ceux-là qu'on a appelés des démocrates, qui en réalité ne sont pas des démocrates. Tout à l'heure, le frère Angelo a bien dit, non, c'est le monsieur Nomo, il a dit qu'on devrait préparer quelqu'un. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes en République. Il n'est pas question de préparer quelqu'un qui puisse remplacer le père. Au cas contraire, disons-nous la vérité. Dites qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une démocratie, nous sommes donc une monarchie. Désormais, voilà comment cela va se passer. Peut-être qu'on va élire un premier ministre et laisser la monarchie entre les bras d'une famille. Peut-être, je dis, c'est des schémas qu'on peut scruter parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi nous a servi exactement la démocratie en Afrique. On ne comprend pas réellement les raisons, les bien fondées de la démocratie, puisque nos États sont complètement détruits. Comment peut-on évoquer la démocratie quand nous sommes un pays soumis à la monnaie coloniale? Évaluez un peu l'Afrique d'aujourd'hui. Est-ce que la monnaie forcément a un impact sur la démocratie? Bien évidemment. En tant que peuple souverain à qui on a dit qu'on fait le pouvoir, dit-on, on a le droit de décider de la façon de gérer la cité. On peut dire nous sommes 30 millions de Camerounais. À partir d'aujourd'hui, nous voulons plus entendre parler du franc CFA. Là, c'est la démocratie. On aurait laissé à la population de choisir la monnaie locale, la monnaie identique, la monnaie unique à nous tous. Mais si aujourd'hui, nous sommes encore en train d'utiliser le franc CFA, la monnaie coloniale, tout comme dans 14 pays d'Afrique francophone, là, la démocratie, là, on est dans une dictature qui vient pas seulement à l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur, parce que ceux qui sont à l'étranger, notamment la France, nous imposent, nous dictent donc son franc CFA. Voyez-vous aujourd'hui, même le Mali, le Niger, le Burkina Faso, peine à sortir du franc CFA parce que c'est une monnaie qui s'est enracinée pendant longtemps dans ces pays-là. Et aujourd'hui, on voudrait bien se défaire de cette monnaie, mais il n'en est pas question. Je reviens avec le pasteur pour dire qu'effectivement, la démocratie n'existe pas. Si vous êtes français démocrate, bon, laissez donc l'Afrique, permettez à l'Afrique d'avoir sa propre monnaie. Alors, si vous ne laissez pas l'Afrique d'avoir sa propre monnaie, vous n'êtes pas vous-même d'abord les démocrates. D'où l'importance pour nous
de définir un autre mode, un autre système de gouvernance qui n'est peut-être pas la démocratie, qui n'est peut-être pas le communisme, qui n'est peut-être pas la monarchie. Mais il y a beaucoup d'intellectuels au Cameroun qui peuvent nous aider à créer quand même un système politique qui puisse quand même favoriser l'intérêt des populations et permettre à ce que nous ayons tous le bonheur de vivre dans notre pays. Le bonheur de vivre dans notre pays, créer forcément une autre monarchie, bon, un autre système, il pourrait le dire. Hein, un système politique. Oui, un autre système politique. N'est-ce pas trop rêver et aussi parler de succession? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça n'a pas de méfaits également? Je crois que la difficulté que nous avons, c'est parce qu'on a une gouvernance qui est alambiquée. On a une gouvernance qui ne produit pas du résultat. Et on se met à interroger même le mode de gouvernance, le système politique qui est le nôtre. Nous sommes obligés d'avancer avec la démocratie. Dans le cas du Cameroun, qui est une république multiculturelle, qui est une république avec abondamment de citoyens, de diversité communautaire et ethnique. Faisons même le jeu de penser à un moment qu'on peut devenir comme le Sénégal, où le Wolof devient la langue nationale. Si on s'amuse à dire au Cameroun qu'on veut une langue nationale, on ne va jamais s'accorder. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Si on entre dans la monarchie, oh non, c'est la guerre, ça va être... Il n'y aura plus rien du Cameroun. Donc ne rêvons pas. La démocratie n'est pas un problème. La démocratie, c'est... On parle de la gestion du peuple par le peuple. En fait, la politique même, c'est quoi? La politique, c'est la gestion de la cité. On gère la cité pourquoi? On gère la cité parce qu'on veut, au niveau des énergies, augmenter le potentiel qui est là, avoir plus de routes, l'éducation, dans tous les différents secteurs sociaux, on va apporter des solutions. Moi, tous les jours, je vais être président de la République parce que j'ai des idées, je veux. En fait, c'est ça la politique. Et parmi la pléthore, les 12 candidats, parmi les 12 idées politiques, laquelle il faut choisir? Qui doit décider du successeur? Peuple. Quand on dit c'est le peuple qui décide du successeur, on se met en porte-à-faux avec ce que vient de dire l'apôtre. C'est le peuple qui décide. Et si le peuple décide, il décide sur quels critères? Sur des projets de société, sur le faciès, ou alors je ne sais pas sur quoi il se décide à jeter un bulletin. On a toujours envie de rentrer dans une certaine époque pour dire hier, le royaume Bamoun, 600 ans. Mais pendant que le royaume Bamoun faisait 600 ans de monarchie absolue, rigoureuse, chez le peuple Kam, est-ce que c'était alors la même monarchie? Pas forcément, pas du tout. On fait alors comment? On choisit la monarchie? Ou alors, je crois que on doit avancer. On doit faire confiance au peuple. Mais maintenant, la difficulté au Cameroun, c'est que le jeu démocratique en lui-même n'est pas sain. Si on veut élire un président, on attend de lui qu'il nous apporte des routes, que l'école soit gratuite, que l'électricité soit disponible, que X, que Y. Mais quand on veut faire un autre choix, et qu'il y a des micmacs, il y a des magouilles, il y a la fraude, à la fin, on a un dirigeant qu'on n'a pas choisi, qui s'impose à nous. On aurait même pu le laisser être là, 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 décennies. Mais ce qu'on attend de lui, les résultats, parce qu'en fait, nous sommes 30 millions de Camerounais, 30 millions de Camerounais ne veulent pas être président. On veut quelqu'un qui va être capable de nous apporter du résultat, du bien-être. C'est simplement ce que le peuple veut. Et que ce soit la monarchie, comme peut-être, on peut dire qu'on est déjà en monarchie du côté de la Guinée équatoriale, parce qu'on a dit le fils va succéder au père. Mais on voit quand même là-bas qu'il y a un résultat qui est apporté. Les routes, ils ont eu le boom pétrolier, ils sont en train de faire des aménagements, même comme on peut faire des critiques, mais il y a quand même un peu d'aménagement pour que le peuple soit satisfait. On peut dire qu'il y a une oligarchie qui tient le pouvoir en Chine. Le peuple chinois peut être satisfait parce qu'il voit les efforts. On a vu Singapour, quelqu'un est resté 40 ans au pouvoir, il a été même dictateur sur le bord. Mais
40 ans après, il a porté la lumière. Quand vous arrivez dans ce pays qui avait le même niveau de développement que le Cameroun, vous êtes heureux d'y être. Parce que c'est beau. Parce que le service public est accessible. Le déplacement est aisé. Les routes sont même pour aller dans nos champs. C'est ce que le peuple veut, in fine. Donc on dise mode de ceci, mode de cela, qu'on fasse des critiques sur tout. Parce que l'apôtre disait n'importe qui. Qui on appelle n'importe qui? Est-ce que c'est un Tchadien qui va prétendre être président au Cameroun? Est-ce que dans le cas qui est celui actuel, parmi les 11 Camerounais qui sont en face de M. Biya, il y a n'importe qui parmi? Ils ne répondent pas aux critères de la Constitution, sanctionnés positivement par le Conseil électoral, sanctionnés positivement par la Cour constitutionnelle. Mais au nom de quoi on va dire que c'est n'importe qui va être président? Non. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'un État, c'est la famille de quelqu'un. Nous sommes près de 270 groupes communautaires. Ethnies, je veux dire. Au nom de quoi on va dire la famille de quelqu'un? On gère ça comme si on gérait sa petite famille. Moi, j'ai mes 5 enfants là. Je me lève le matin, comme je rêve de construire, je ne sais pas combien d'immeubles, ça m'a dépassé. Je dis, bon, là, mon successeur, il va continuer le travail de construire les immeubles. Si le jeu démocratique était appliqué, la succession était par ceux... Parce que quand on s'engage à être président, on s'engage à être serviteur du peuple. Le peuple choisit, même s'il choisit une mauvaise personne aujourd'hui. En France, à un moment, on a choisi un président qu'on ne voulait pas. 5 ans après, on met de côté. On choisit un autre qui ne veut pas, qui n'assure pas. 5 ans après, on met de côté. Et quand on parle même de démocratie, là où la démocratie, non, on n'applique pas la démocratie au Cameroun. Parce que le principe de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Le principe de la démocratie, c'est la limitation des mandats. Tu viens, tu fais 1 an, un mandat, 2e mandat. Que tu aies été excellent, comme Jésus-Christ, tu pars. C'est ça les États-Unis. On peut prendre un peu des États-Unis. Quel que soit le bilan que le président a, après 2 mandats, il part. Ça, c'est la démocratie. On laisse les pouvoirs, les institutions travailler. Le judiciaire fait son travail. L'Assemblée voter des lois contrôle l'action du gouvernement. C'est ça la démocratie. On est dans un pays là où on ne sait même pas sur quel pied on marche. On va encourager quoi? Même si on laisse le monsieur là, il a 43 ans, on le laisse jusqu'à 50 ans de pouvoir. Est-ce qu'au fond, dans mon village là-bas, habitant, depuis que la terre était, on veut la route. On avait une route qui traversait Bokito qui tombait à l'autoroute. On est toujours en train de contourner par Yaoundé pour aller à Douala. Or, à quelques kilomètres de là, on tombe directement à Boumibel. Ça a un sens. Qu'on nous dise que non, il faut pas y copier. Copier même quoi? Est-ce qu'on copie même exactement ce qui est fait? Ça est là, dans les pays qui ont théorisé la démocratie. Non. On est dans notre bricolage là. Les gens veulent conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Mais qu'est-ce qu'on a en retour? Le peuple a quoi en retour? C'est ça qu'on doit se poser comme question. La succession n'a pas lieu d'être en démocratie. Et j'ai apporté la constitution aussi, en parlant de culture, pour dire à nos amis de la culture que c'est la Bible du Cameroun. Et dans cette Bible, on nous dit que c'est la démocratie qui a voix au chapitre. Et les principes de la démocratie sont théorisés par les Hobbes, tous ces Abraham Lincoln. Tout ça, c'est le minimum. Séparation de pouvoir, limitation de mandat et élection libre et transparente. Mais il y a un problème. Vous savez minimiser un peu l'identité même de la culture africaine par rapport à la conservation du pouvoir. Nous sommes des Bantous. Oui. Chez nous, nous savons que le pouvoir, c'est le père qui détient le pouvoir. Oui. Et quand le père détient le pouvoir, il n'est pas aisé de le transmettre. Je prends un cas simple. Chez nous en Afrique, par exemple, on sait très bien que lorsque le père a une plantation, il va garder cette plantation au moins pour ses 10 générations. Vous vous rendez compte que, on vous dit par exemple, pour revenir à votre idée, on vous dit, ils veulent prendre le pouvoir de X. Ouais, on me dit, ils veulent prendre le pouvoir de... Donc, on a personnifié le pouvoir. C'est une confusion. On a doit faire une démocratie. Je suis d'accord avec vous. Donc, nous avons personnifié le pouvoir. Ce n'est plus le pouvoir de l'ensemble, c'est on veut m'arracher mon pouvoir. Donc, je pense que c'est une question aussi de culture et de notion que nous devons quand même essayer de peut-être enlever un peu cet orgueil de la culture bantou, de souche, qui est en nous, et embrasser peut-être la vision occidentale. Parce qu'il faut dire que, Francine, tout ce qui vient de l'étranger n'est pas mauvais.
Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas mauvais. Vraiment, nous sommes dans un monde, dans la mondialisation, dans le village planétaire. On pourrait copier ce qui est bien là-bas, et essayer également d'ajouter ce que nous avons déjà ici, sur nos acquis. Mais parfois, pour revenir à votre question, on a l'impression que nous avons tout mal copié. Nous avons mal copié la religion. Très mal copié. Nous avons mal copié les cercles ésotériques. Si on veut même, pour aborder à votre sens, une minute s'il vous plaît, si on veut même être dans une monarchie, parce qu'en termes de système politique, de système de gouvernance, il y a les monarchies, il y a le système parlementaire, comme en Angleterre, la Grande-Bretagne. Il y a un roi qui a une position honorifique, mais qui ne gère pas la cité. Donc les critiquons par et on élit des députés qui se choisissent un premier ministre qui a le pouvoir de la gestion de la cité. En ce moment, le roi reste à titre honorifique, mais la gestion de la cité, les besoins de route, les besoins de santé, tous les besoins de la gestion de la cité sont renvoyés à un premier ministre qui a le pouvoir de diriger l'État. Mais la faute à qui? La faute ne serait pas peut-être à l'individu qui conserve le pouvoir, mais à la communauté qui a l'impression que lorsqu'on est au pouvoir, on doit le garder, on doit le maintenir. Je pense que c'est ça notre société, la culture bantoue. Je reviens forcément vers vous. Est-ce qu'on devrait déplorer tout? Parce qu'en entend forcément les panélistes, on se dit qu'il y a forcément tout est négatif. Je reviens. Peut-être que mon frère ici, il n'a pas compris ou bien alors il fait semblant de ne pas comprendre. Je suis en train de dire, chacun a son modèle de fonctionnement dans sa famille. Et lorsque je parle ici, je suis en train de dire, est-ce que forcément, tout ce qu'il est en train de vouloir réciter là, est si au Cameroun à l'heure actuelle? Je dis non, je m'info. Parce que vous allez voir, même les France qu'on nous citons là, ça a été une monarchie. Ça a été une monarchie. Tout à fait. La France, ce que la France a aujourd'hui, c'est parce que ça a été un royaume. Nous avons eu les Louis-Philippe qui ont exercé, les Louis XIV, les Louis XVI, les Louis ceci. Pour construire la France, il a fallu que la France était une monarchie. Je suis désolé. Bon, lorsque maintenant ils ont bâti leur pays et que maintenant ils ont mis tout ce qu'il fallait, ils viennent avec la démocratie. C'est pour ça que je suis en train de dire... Non, ils ne viennent pas avec la démocratie. N'utilisons pas les... Non, il faut dire... Quand on a la télé, il y a des gens qui nous écoutent. Oui. C'était au départ une monarchie, nous sommes d'accord. Et ils ont construit le pays avec la monarchie. La République est arrivée, c'est les citoyens qui ont dit les privilèges et les privilégiés, on n'en veut plus. On va vers la République. Ça a été une révolution. On arrive à quel moment ils ont déjà construit le pays. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis donc en train de dire, vous ne pouvez pas m'imposer, n'est-ce pas? Qui a imposé la démocratie aux Africains? Nous sommes en train de parler de succession et politique. Je dis ceci, les États que nous sommes, nous sommes des États qui sont encore en voie de naissance, s'il faut dire le dire. On ne peut donc pas aujourd'hui affirmer que nous sommes déjà des États démocratiques, alors que nous essayons même de marcher. C'est ça que je suis en train de parler. Quand on parle, il faut qu'on essaie donc de trouver, d'adapter déjà le modèle qui sied, n'est-ce pas, au peuple africain, afin que maintenant, plus tard, qu'on devienne aussi des États démocratiques. Parce que là, maintenant, nous sommes en train de voir les conséquences de la démocratie. Les conséquences de la démocratie, c'est que chaque 2 ans, il y a des conflits. Chaque 2 ans, il y a des guerres. Qu'est-ce qu'on devrait donc faire pour que tous les 2 ans, on est en train de prendre des pays, par exemple... Quel pays a chaque 2 ans la guerre? Par exemple, si un pays comme la Libye est un pays qui était... dans la dictature, je prends à l'ère Kadhafi. Regardez maintenant ce que la démocratie a apporté en Libye. Est-ce que c'est dans ça que nous devrions continuer? C'est pour cela que nous disons... Comprenez toujours les cas les plus négatifs. Non, nous comprenons... le cas du Ghana. Regardez le Sénégal. Comment veux-tu en train de peindre l'Afrique en noir? Bon, si tu as notre pays. C'est pour cela que nous sommes en train de dire ceci. Moi, je parle en tant que chef de famille. Je ne peux pas aller copier le modèle de gestion de ma famille à la façon de gestion de l'autre. C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que les peuples africains, les pays africains essayent. Et si c'est la succession qui passe, la succession, tout à l'heure, le frère l'a dit, ce ne serait peut-être pas de mon fils. Ça peut être d'une idéologie, c'est-à-dire, d'un même groupe. Voilà, d'un groupe. On décide que dans un groupe, nous avons
On prend le cas de la Chine. Par exemple, nous décidons que nous, Camerounais, en ce qui concerne la succession, même si ce n'est pas les gens de la même famille, voilà comment va se passer la succession de pouvoir dans notre pays. Est-ce que la succession ne peut pas aussi entraîner des frustrations? Bon, ça ne va pas entraîner de frustration puisque c'est le modèle que nous avons choisi. Si je décide dans ma maison que c'est mon deuxième fils qui va me succéder, comment ça va créer des frustrations? Donc, le problème ici, c'est trouver les mécanismes, les méthodes qui permettent, n'est-ce pas, à notre société d'avancer, que d'avoir toujours des cas. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, tous ces pays qui se revendiquent démocrates, là-bas de l'autre côté de l'Occident, tous ont été des pays qui d'une manière ou d'une autre ont été des pays dans la monarchie. Et c'est lorsqu'ils se sont bien assis, bâtis, qu'aujourd'hui peuvent parler, parce que ne nous leurrons pas. Vous ne pouvez pas gérer si rien n'est ficelé dès le départ. Et je crois que pour qu'on ficelle bien nos pays, il faudrait qu'il y ait, entre guillemets, une succession vraie. C'est-à-dire, celui qui a le projet de construire en un an, vraiment, je ne pense pas qu'on peut bâtir une maison en 2 ans et donner la main à quelqu'un d'autre et donner la main à quelqu'un d'autre. Il faudrait que les Africains trouvent... Et j'ai aimé tout à l'heure, vous avez parlé même de sur le plan de la religion. Moi, je parle toujours ça, c'est un homme de Dieu. Je dis, à un moment donné, il faudrait qu'on cesse de faire un copier-coller. Il ne faudrait jamais penser que c'est ce qui vient toujours de l'extérieur que nous devons prendre et de croire que... Moi, je faisais une prédication un jour où je disais, est-ce que, quand on nous parlait de Père Noël, par exemple, on va dire, est-ce que le Dieu qui apparaît là où il y a la neige est le même Dieu qui apparaît là où il y a le soleil? Je dis non. Ça veut dire, le Dieu de la neige n'est pas le Dieu du soleil. Une façon de dire, le Dieu qui est le Dieu des Blancs ne serait jamais le Dieu des Africains. Il faudrait donc voir une certaine façon de faire pour que les États africains, au niveau de leurs us et coutumes, parce que nous avons nos us et coutumes. Est-ce que nos us et coutumes autorisent ce que nous appelons la démocratie? Si ça autorise, on continue. Si ça n'autorise pas, trouvons donc un mécanisme qui permet la stabilité, qui permet l'épanouissement, qui permet le développement, qui permet la communion, mais pas un mode qui va toujours entraîner les divisions. C'est dans ça. Ce n'est pas pour parler pour X ou pour Y. C'est-à-dire que nous puissions trouver le modèle qui va éviter que les Tchadiens descendent dans la rue après chaque 2 ans, qui va empêcher que les Guinéens descendent dans la rue, qui va empêcher que les Camerounais descendent, qui va empêcher que, c'est le modèle là que moi je suis en train de plaider, qu'on puisse trouver à l'africaine qui va nous éviter toutes ces situations. Si c'est la démocratie. Et ce modèle-là, c'est la démocratie. Parce que quel que soit... On donne souvent l'impression que quand l'Europe fait quelque chose, oui, quand l'Europe même existait au XIe siècle, à l'époque de Jésus, pour ceux qui croient, autres, que l'Afrique n'existait pas. L'Afrique était à quel niveau? L'Afrique, c'était un conglomérat de petits royaumes. On était dans la même monarchie. N'oublions pas la partie là. Quand on est entré en République, malheureusement, il y a eu des divisions où on a dit, bon, le triangle ici, c'est le Cameroun. L'autre rectangle là, c'est la RCA. Mais quand on est rentré en République, on a fait ce conglomérat de petits royaumes. On a décidé d'aller vers la démocratie. La démocratie, c'est, on l'a rappelé ici, c'est le peuple qui décide. Parce qu'à la vérité, nous sommes tellement des groupes disparates. On a les Lamido dans le Grand Nord. On a des grandes chefferies mieux structurées peut-être à l'ouest. Dans le Bam chez nous, ou bien les grands groupes Ekang et autres, on a une autre manière de fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui doit décider de X ou de Y? À la vérité, ce n'est que le peuple qui peut s'asseoir et faire un choix, soit par référendum, soit à travers nos représentants qui sont les députés. Donc on arrive toujours au fait où on va demander au peuple de se prononcer. Et le véritable problème en Afrique, c'est que les Africains ne sont pas des démocrates. Ils ne veulent pas respecter les principes de la démocratie. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un mauvais mode de gouvernance. Non. C'est que nous, les Africains, imaginez-vous un militaire qui dit qu'il prend le pouvoir pour arranger les choses. Il va remettre le pouvoir aux civils. 1 an, 2 ans après, c'est pas ce qui se passe dans le pouvoir là. Il dit qu'il n'est même plus militaire, il enlève derrière la tenue. C'est secret. C'est parce qu'on ne respecte pas les simples principes de la démocratie.
Ce n'est pas la démocratie qui est le problème. Ce sont les hommes qui font C'est problème. les Africains qui ne veulent pas respecter les principes de la Puisque démocratie. ça n'entre Et les pas dans peuples nos doivent être... non? Ça n'entre Les pas. peuples qui sont les souverains doivent veiller. Il n'est pas normal que dans un pays, on limite le mandat et quelqu'un se lève, il change, il enlève le verrou de la limitation. C'est pas normal. Mon cher, Et c'est ça qui crée Vous les êtes- conflits, vous êtes- vous c'est ça êtes- qui crée les guerres, vous êtes les influencé, dissensions. par l'idéologie importée. Ce n'est pas une idéologie importée. Parlons entre nous des Africains. Quel est le mode de gouvernance et le système politique qui nous sied le plus? Est-ce que la démocratie nous a aidés? Non, laissons le mot démocratie. Non, je vous pose la Parlons d'un question. système. Utilisez un système, décrivez un système qui nous permet d'avancer. Paul Biya président, 91 ans, on fait comment? On laisse décider que son fils Franck sera président, ou bien son ami John Gouté, ou alors mon frère Non, Sadi. c'est la prophétie. Non, je pose la question. Quel est le gouverneur de succession qu'il faut? C'est la On se pose prophétie. la question. C'est la question qui En se tout pose. cas, on va Je vais chuter avant qu'on ne Le donne la peuple parole choisit. aux téléspectateurs. Oui, je vais franchement. chuter en disant, aux États-Unis, je crois que c'était en 2020, hein, et 52 États, il y a eu ce qu'ils appelaient là-bas un décomptage dans un État, en Géorgie, je crois. Ça voudrait dire quoi? Que Parce l'œuvre que- humaine n'est pas parfaite. C'est Voilà. toi, tu es- C'est une façon dont de dire Elle est bonne, mais elle n'est pas parfaite. C'est qu'on Donc tu vas reconsidérer tout. C'est qu'on Parce qu'il y a un petit problème. C'est qu'on appelle donc Monsieur démocratie. l'apôtre, Oui, le nom de Dieu. C'est qu'on appelle donc démocratie. C'est un bon mot, n'est-ce pas, pour meubler, mais à un moment donné, quand l'homme veut faire passer sa volonté, Tout à il utilise plusieurs. Mais ici, effectivement, il y a les grands Ok. sélecteurs. Il y a les grands sélecteurs. On va prendre d'abord la réaction des Mais c'est la démocratie. C'est la téléspectateurs. démocratie. Succession le et peuple choisit. C'est donc pour politique ça qu'on parle de vont-elles démocratie de pair? que nous devons choisir. On donne la parole aux téléspectateurs. Bonjour au plateau de l'émission Le Boulevard de la Culture. Je me permets de vous adresser mes réflexions sur la problématique à l'ordre du jour. Succession et politique vont-elles de pair? D'emblée, je pense que cette thématique porte en elle une aporie, car la notion de succession semble être incompatible avec les principes fondamentaux de la République. Je rejoins l'analyse de l'entrepreneur, mais en recentrant sur le rapport entre la succession et la République. En effet, la succession est possible en démocratie, mais elle est incompatible avec la République. Le principe de la succession, qui implique l'héritage au pouvoir, ne correspond pas au principe de souveraineté en République qui repose sur la volonté du peuple. Il ne s'agit pas d'opposer les différents régimes politiques à un principe de pouvoir qui est propre à un type de système bien déterminé. Pour le cas de l'Afrique, il s'agit plutôt d'une maturité scientifique qui influence l'organisation sociopolitique. La démocratie et le républicanisme relèvent de l'appréhension scientifique de l'organisation sociopolitique. En conclusion, la succession et la politique ne peuvent aller de pair dans une république car elles sont fondées sur des principes contradictoires. Il est donc essentiel de réfléchir à la manière dont les sociétés africaines peuvent construire des systèmes politiques qui soient à la fois stables et respectueux des principes républicains. Cordialement, c'est Brice Bello, spécialiste de philosophie politique. Bonne émission à vous. On continue avec une autre réaction. Bon après-midi à vous sur le plateau du Boulevard de la Culture. En notre qualité de succession des héritiers de la foi en Jésus-Christ, avons-nous l'obligation de continuer son œuvre spirituelle depuis Melchisédek à Josué, ou bien se prévaloir de la lignée successorale du pouvoir temporel de Aaron, Hérode ou Pilate? La réponse à cette question est certes très préoccupante en cette période électorale au Cameroun. Nous avons demandé à la Rose-Croix d'Or, qui est très préoccupée par la bonne compréhension de sa mission pour le monde et sans le monde et son humanité. Cette mission, rappelle-t-elle, est depuis toujours assigné à chaque acteur de notre monde. Elle affirme que la personnalité que nous sommes existe dans et vit dans le microcosmos ou le petit monde vivant dans un grand monde appelé macrocosmos. La question est de savoir si la succession et la politique vont de pair, démarque dans une approche dualiste et dialectique la politique du champ opérationnel micro-macrocosmique des successeurs de Pierre. On va aller vers
le résumer car c'est très long. Dans tous les cas, pour le spirituel véritable, le souci et la peur de ne pas écarter le champ politique du champ successoral originel est faible ou bien anéanti par le pouvoir donné aux successeurs légitimes. Les autres acteurs le savent. Nous nourrissons cette foi pour assurer les peuples. Ces remesses type hommes de culture. Pourquoi débattent-ils sur les modes de gouvernance, de politique? Succession et politique vont-elles de pair? Ce sont des questions principielles. D'abord, au lieu de faire du saupoudrage de la connaissance du thème, même si l'ancrage de la politique de la succession révélerait de la démocratie. On prend une autre réaction. Bonjour et bonne émission. Le problème au Cameroun, c'est l'absence depuis 43 ans d'un modèle d'affaires et d'un système politique structuré et que d'annonces opportunistes et politisation de l'action du développement dans le seul but de pérenniser un système opaque. C'est Essiane Nzili depuis Douala. Le système politique et la gouvernance au Cameroun n'a jamais été pensé dans un cadre consensuel. Résultat des courses, il n'existe aucune idéologie du développement et de construction pérenne du bien-être social. Le système gouvernant actuel ressemble à un chauffeur d'une Ferrari qui la conduit sur une route en terre sans même savoir quelle est sa destination. La seule chose qui est bien planifiée, ce sont les mécanismes de conservation du pouvoir. On continue avec d'autres réactions. Bon après-midi à vous sur le plateau du boulevard de la culture. Parler de succession en Afrique serait problématique. Je suis totalement d'accord avec l'entrepreneur sur votre plateau. Il serait préférable de parler de démocratie car succession, qui sera forcément le chef et qui va le succéder avec tant de culture et d'ethnie que renferme notre cher et beau pays. On prend une autre réaction. Bon après-midi à tout le plateau du boulevard de la culture. Merci de nous éclairer davantage sur cela, mais moi je me pose la question, succession ou pas succession, quelle est la solution? Comment pouvoir amener le développement dans notre pays? C'est la préoccupation majeure. C'est monsieur Etundi depuis Japoma. On prend cette autre réaction. Bonjour à vous sur le plateau. Succession et politique vont-elles de pair? Je dirais tout simplement oui, si elle est encadrée et si elle est régie par des lois et des mécanismes qui permettent tout simplement que cette succession soit équitable et soit vraiment correcte et transparente. Je dirais que oui, on peut parler de succession, mais en Afrique, parler de succession, qui sera forcément le chef et qui seront les successeurs? Je pose la question aux panélistes sur le plateau. Et on prend cette dernière réaction. Bonjour madame, nous pensons que la démocratie ne peut vraiment pas fonctionner en Afrique pour le moment tant qu'il n'y a pas de volonté panafricaine forte. Même le prisonnier, même le est prisonnier de Paris. Pasteur Renoir qui le dit. La thématique, c'est bien sûr succession et politique vont-elles de pair? Quelle solution? Est-ce qu'il faudrait forcément penser à un régime? Est-ce qu'il faudrait forcément... Quelle solution forcément? La solution, c'est de trouver un modèle, n'est-ce pas, de politique africaine qui ne serait pas les belles paroles, mais qui serait la réalité. Parce que nous n'avons pas encore la maturité ou alors l'expérience. On dit généralement qu'à force de forger, on devient forgeron. Oui, bon, à force de forger, donc on n'est pas encore au niveau de devenir forgeron. Dans le temps de devenir forgeron, je crois qu'il faudrait qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, le mécanisme. Parce que peut-être certains téléspectateurs ne comprennent pas peut-être le sens de ce que, par exemple, quelqu'un comme moi, je suis en train de vouloir dire. Je parle ici pour que, au-delà des expériences qui ont déjà été faites, et que peut-être 50 ans après, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on parle d'indépendance des pays africains, en ce qui concerne certains pays comme le Cameroun, et qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la bonne formule, il faut donc trouver une formule qui peut y aller avec notre modèle de fonctionnement. Qu'est-ce qui sied à l'Africain? Qu'est-ce qui sied au Cameroun? Afin que nous puissions avoir les routes, afin que nous puissions avoir... Est-ce que c'est la démocratie? Je dis bien, est-ce que c'est la démocratie? Parce que lorsqu'on dit le pouvoir du peuple par le peuple, on est sûr que c'est le peuple qui décide? Parce qu'il y aura toujours des gens quelque part qui pourront toujours... Parce que lorsqu'on parle même de démocratie,
il y a toujours des gens qui décideront de qui doit être à la tête. Vous voyez donc que, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le pays dans le monde, il y a des gens qui décident, qui veulent décider de qui doit régner ou pas. Donc, le problème ne serait pas de dire c'est le pouvoir du peuple par le peuple, parce que parfois, ce que le peuple veut, est-ce qu'on est sûr que les autres le voudront? Il faut donc ensemble maintenant, en tant qu'Africains, qu'on essaie donc de trouver le modèle qui va aller avec l'Africain, afin que les Africains retrouvent quoi? La paix et l'unité. Parce que la démocratie en Afrique crée trop de divisions. La démocratie en Afrique crée trop de malentendus et de problèmes. Trouvons donc une forme de démocratie africaine qui va nous amener à évoluer. Si c'est démocratie associée un peu à succession, on associe. Si c'est démocratie, uniquement démocratie, combat la démocratie. Mais qu'on puisse arrêter un peu ces meurtres et tout qui se passe dans l'Afrique. Monsieur Aïssi, depuis Yaoundé, bonjour le plateau. Nous parlons toujours du peuple comme si c'était une personne. Moi, je préférerais que nous parlions par contre d'une partie du peuple parce que majoritaire dans un choix. Monsieur le président de la République, Paul Biya, notre président n'a pas été élu par le peuple. Si oui, tout ce qui se bouscule aujourd'hui pour le remplacer n'existerait pas. En tout cas, c'est ce que vous dites. Il est donc bien placé pour choisir son remplaçant tant qu'il est au pouvoir. Comme pour dire que la succession, c'est également une solution? Pour moi, en République, la succession biologique me pose un réel problème. Parce que nous sommes là en République. Toutefois, je ne pense pas que la démocratie soit la meilleure solution pour nous. Parce que, comme l'a dit le pasteur, quand on fait le bilan de la démocratie en Afrique depuis 1960 jusqu'à nos jours, on se rend bien compte que la démocratie ne nous a pas aidé. Francine, voyez-vous, chaque peuple a son mode de développement qui lui est propre. Lorsqu'on essaie de vouloir toujours copier ce qui vient d'ailleurs, cela finit par ne pas nous arranger. Voyez-vous, le peuple pygmée vit de la chasse et de la cueillette, vit dans la brousse. Lorsqu'on essaie d'aller arracher les pygmées de la terre pour les contraindre à vivre en ville, à ne plus consommer de la viande sous prétexte qu'on les protège, ça pose un réel problème. Parce que le pygmée se reconnaît dans son univers, dans son environnement, dans son biotope, qui est la nature, qui est la forêt. Donc, en termes de démocratie, qu'est-ce qu'il faut il y a faire alors? il y a De laisser de la forcément, forêt. il y a les pygmées qui aiment bien. ils sont fiers chez eux. Mais il y en a qui aiment bien, qui font même des TikTok plus que les citadins. Bon, faisons donc le ratio. Et ils font le TikTok pourquoi? Faisons donc le ratio. Allez même dans l'Amazonie. Ceux qui sont là-bas, les Amérindiens, ils sont contents d'être dans la forêt, de vivre dans la forêt. Vous n'êtes pas obligé d'imposer la démocratie aux Africains. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Laissez que les Africains eux-mêmes, conscients de leur avenir, puissent s'asseoir autour d'une table et redéfinir un chemin idéal, nouveau, pour permettre aux populations d'avoir de l'eau, Est-ce qu'il y a, l'électricité, y a forcément lumière. un chemin idéal? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours d'opposition? Il y a toujours un consensus. On ne peut pas être d'accord autour d'une idée. Il y a toujours la majorité qui doit primer, qui doit compter, et être d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des langues nationales. Moi, je suis pour qu'on fasse du fulbé, la langue nationale, la langue locale. Il y en a plusieurs autres personnes qui pensent comme moi. Donc, on peut toujours s'accorder autour d'une chose. Les disons pas longtemps. Vous laissez forcément Les Ewondo. Bon, on peut donc créer plusieurs langues nationales. On a la chance parce qu'aujourd'hui, dans les écoles normales, on enseigne nos langues nationales. On enseigne le Wondo, le Haoussa, le Fang, le Bafang et plusieurs autres langues nationales. On peut s'accorder autour d'un consensus pour pouvoir recréer encore une nouvelle dynamique qui n'est peut-être pas la démocratie. On peut attribuer un autre nom à cela. Est-ce qu'on va toujours dire que comme ça a marché ailleurs, ça va forcément marcher chez nous? Non. Et même aux États-Unis, il y a le cartel qui décide aussi. Il y a les super électeurs. Il y a les grands électeurs qui ont finalement leur mot à donner. C'est-à-dire que quand le peuple a décidé, c'est finalement aux grands électeurs que revient la décision de dire non, voici notre président. Donc il y a la dictature partout. Je pense que la Chine n'est pas une démocratie, mais elle évolue. C'est la première puissance au monde, la Chine. La Russie n'est pas une démocratie. Le Japon n'est pas une démocratie. Mais tous ces pays-là nous font quand même croire que même sans démocratie, on peut évoluer. Oh, vous pensez que la démocratie, ça veut dire 360 partis politiques, 400 partis politiques? Pourquoi créer 400 partis politiques alors qu'il n'y a pas de démocratie? Créer un système fort, comme le Parti communiste en Chine. De telle sorte que les gens puissent créer la rivalité plutôt à l'intérieur même du parti politique. On peut créer la rivalité à l'intérieur d'un parti politique, la concurrence, et que les meilleurs donc, prennent la reine du pays et dirigent comme cela se doit. Donc je ne pense pas que si on met, parlant de mode de système politique, si on met sur l'échiquier la Chine et la France, je crois qu'on sera tous d'accord que la Chine est plus avancée par rapport à la France. Pourtant, elle n'est pas un pays, la Chine n'est pas
un pays démocratique. Donc pour moi, la démocratie n'est pas un modèle de gouvernance adéquat pour les Africains. Ce n'est pas un modèle adéquat de gouvernance. Est-ce que vous partagez forcément l'avis de M. Aïssi qui dit bien, si effectivement il est question que c'est le peuple qui élise, comment comprendre forcément tous ces gens-là qui postulent pour pouvoir devenir candidats à l'élection? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a forcément un problème ou bien il faudrait penser à choisir un successeur? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme si les Africains nous sont perdus. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Hier, nous étions au parti unique à l'époque d'Aïdjo. Bien sûr. Parce qu'il a tout fait de certains partis nationalistes qui nous ont emmenés vers l'indépendance, de les mettre de côté pour conserver son pouvoir, pour diriger l'État de main de fer. Alors, oui, il y a eu des discours de la bolle et autres. On a imposé l'aide au développement à la démocratie. Le président de la République qui est là, M. Biya, qui est là depuis 43 ans, il nous a dit ici qu'il faut qu'on retienne de lui l'homme qui aura apporté la démocratie. C'est lui la fixation sur le Cameroun depuis nous sommes au débat. Vous faites des fixations sur l'homme. Nous parlons de l'Afrique, de manière générale, pas du Cameroun. Je parle de l'Afrique, du Cameroun, pour comprendre l'Afrique. Il dit, l'heure est à la démocratie. D'ailleurs, il fait tout pour que elle s'impose et qu'elle soit acceptée. Moi, j'aime bien noter, chaque fois que X et les uns et les autres parlent. Bien sûr. Il y a une question qui a été posée par la porte, il dit, qui décide? Parce qu'à la fin, quand on parle de succession, c'est la dévolution du pouvoir, la transmission du pouvoir. On donne le pouvoir à qui? Je suis président de la République. Je donne le pouvoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il décide que je suis fatigué. Ça, c'est d'un. Peut-être c'est la mort. Peut-être la maladie. Mais là, quand je décide que je suis fatigué, je donne le pouvoir à qui? Je donne le pouvoir comment? Dans les familles ou dans les royaumes, dans nos traditions, on sait que bon, il y a une famille de la chefferie. On sait que bon, le fils, j'ai rappelé ici que Alambam, l'aîné d'office, c'est le droit d'aînesse. Ailleurs, ce n'est pas le cas. À l'Ouest, par exemple, on choisit un parent dit bon, mon fils là, il peut bien gérer mes affaires quand je serai plus là. C'est lui mon successeur parce qu'il a fait une autre étude. Il y a tellement des modèles disparates. Mais quand on parle de démocratie, qu'on a admis, parce que moi quand je fais une analyse, je me rends compte que finalement, parti unique, peut-être, on va retourner au parti unique. Peut-être. Et si on retourne au parti unique, à l'intérieur du parti unique, il faudra toujours procéder au choix. Bien sûr. Et quand il faudra procéder au choix, qui va choisir? On revient à la question. Ça se fait en Chine. Qui va choisir? Ça marche là-bas. En Chine, il y a une oligarchie qui est là depuis des siècles. On parle des grandes familles, des puissantes familles depuis des siècles. Non, mais tout cela est cassé en 1949 après la Révolution. Quelle que soit la Révolution, les grandes familles n'ont pas disparu. Elles sont restées contrôlées comme des grands cartels de pouvoir. Et à l'intérieur de ce système-là, il y a eu suffisamment de force pour mettre la pression aux dirigeants pour travailler pour l'intérêt général. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui importe? Quand on parle politique, pourquoi? Parce que dans mon quartier, on n'a pas de route. On commence à pleurer. Parce que je n'ai pas d'argent à tout moment. J'ai subitement, avec le mauvais climat de Yaoundé, les enfants qui sont malades. La dernière fois, je suis allé avec mon fils à un centre de santé. Petit palu, j'ai laissé 50 000, un temps de mouvement. Si j'ai 5 enfants... Ça n'a pas de prix, mon cher. Oui, c'est bon, c'est mon slogan. Mais si j'ai 4 enfants qui sont malades, je trouve 200 000 où? Quand on sait qu'au Cameroun, les salaires, c'est 75 000. Les salaires, c'est 100 000, 150 000. Vous arrivez, mon épouse aime bien se moquer de moi, mais elle va au marché le samedi ici. Quand tu arrives, tu as 100 000 comme ça, tu n'achètes rien. C'est là où on a dit que, mais qui nous dirige même? Pourquoi on souffre autant? C'est là où on commence à dire qui dirige. Et ne donnons pas l'impression que
on est en train de repenser le Cameroun. Parce que dans toutes les analyses que vous faites, vous critiquez la démocratie. C'est votre droit. Mais vous ne proposez rien. Vous dites que peut-être on va philosopher sur quelque chose. Nous ouvrons les pistes de solutions. Ici, là. Nous ouvrons le débat. Ici, là. C'est pour ça que je viens dans la Constitution. C'est que j'ai affaire aux gens qui sont les artistes. Ça, c'est inspiré de la France. C'est ce que... Ça, c'est inspiré de la France. C'est inspiré de la France. C'est la loi fondamentale. Mais elle est inspirée de la France. Je dis, on ne fait pas... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On s'inspire toujours forcément quelque part. On va toujours... Même quand vous êtes éditeur, à vos auteurs, quand quelqu'un veut pondre une idée, il fait la revue de la littérature. Il va étudier ce qui a été dit, ce qui a été fait. Partant de là, il apporte son plus. On a convenu d'une chose. Qui dirige? La Constitution nous dit que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple. Par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect. Donc ce qui dirige, c'est le peuple. Et moi quand je venais ici, je venais dire aux Camerounais que nous sommes en période électorale. Parce qu'il y a des artistes, des éditeurs. Moi je suis quand même homme politique quand même. Donc je profite toujours d'un temps de parole pour dire au peuple que c'est lui qui décide. Vous êtes dans la démocratie. Vous êtes opposant, je m'appelle. Comment vous appelez ça? La démocratie. Ce n'est pas le mot opposant même, c'est un problème. Bon, le mot critique. Au fond, on souffre tous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on veut un mieux-être tous. Tout à fait, tout à fait. Et chacun n'a pas le même courage. Il y a ceux qui restent comme ça, disent, ah si je parle là, n'est-ce pas, même le peu que j'ai, on va venir enlever. Nous on est sacrifiés. On peut parler. On peut donner nos opinions, parce que c'est la démocratie qui nous a permis, et la liberté qui est constitutionnelle. Donc, les Camerounais doivent se rendre compte en cette période que c'est eux-là qui vont choisir. Parce qu'il n'y a pas une succession monarchique au Cameroun, nous ne sommes pas une monarchie. Pas du tout. On ne veut pas un coup d'État, parce que c'est un mode de dévolution du pouvoir. Bien sûr. Il y a la nomination, on ne la veut pas. On veut les élections. Et ce moment-là, quand on va croiser les bras, d'autres vont aller voter, ils vont faire le choix. Il faut qu'on accepte aussi le choix de la majorité, ce qui sort des urnes. La succession en politique, on prend quelques réactions. La succession en politique relève de la sociologie politique, notamment de la nature des régimes politiques, selon que l'on se trouve dans des régimes autocratiques, théocratiques, oligarchiques et démocratiques. À chacun de ces régimes politiques se trouvent des variantes de succession politique qui se matérialisent en fonction des principes et des fondamentaux qui gouvernent les dits régimes. Ces principes sont de l'ordre du naturel, c'est-à-dire la mort de Dieu, du pouvoir qui vient de Dieu, et du politique, les suffrages. C'est Dr Sipa Olivier qui est PhD en sciences politiques. On prend une autre réaction. La succession est-elle inscrite dans les serments du gouvernement? Homme politique de haut rang en sa fonction, en sa prise de fonction? Bien sûr que non. Tout est relatif au bien-être des enfants, des populations. C'est une question concernant le vécu au présent et non au futur et à l'imparfait. Et la principale chose qui est l'homme, la qualité de l'homme, cette qualité des hommes se construit avec ardeur et donc pas encore de succession. On ne s'en préoccupe pas. Je reviens sur la contribution aux solutions pour résoudre la problématique de la succession en politique. Il est essentiel de comprendre que les Africains ne sont pas des humains à part, mais des êtres humains qui ont les mêmes capacités de réflexion et d'organisation que les autres. La solution réside dans la compréhension profonde de la démocratie et des principes en s'écartant d'une lecture sociologique qui cherche à identifier l'intelligence humaine arrêtée. Le message est assez long. Ensemble, la solution réside dans la construction d'une véritable démocratie républicaine fondée sur des principes scientifiques solides et une gestion politique éclairée. Cordialement, Brice Bello, des spécialistes en philosophie politique. Rapidement, le mot de fin. Le mot de fin, c'est que nous puissions trouver le modèle, n'est-ce pas, le mode de fonctionnement qui ici est à l'Africain, afin que nous puissions avoir des États stables, nous puissions avoir des États qui se développent, quel que sera le modèle. Si c'est le modèle de la succession, ça va. Si c'est le modèle de la démocratie, je pense que ce serait toujours le bienvenu. Le mot de fin, Monsieur Loué.
Oui, Francine, ne nous arrêtons pas simplement à la démocratie parce que lorsqu'on veut faire le bilan de ce système politique en Afrique, même au Cameroun, on a l'impression que la démocratie n'a pas beaucoup aidé les Africains. Et le temps que nous, en tant qu'Africains, nous réfléchissions davantage pour créer une nouvelle dynamique, quitte à ce que les populations aient de l'eau, de la bonne éducation, l'électricité et puis le développement. Angelo Tweli. En fait, c'est au-delà de la philosophie qu'on peut avoir, nous sommes malheureusement en démocratie. Et il faut que les Camerounais se rendent compte du pouvoir qu'ils ont. Ils ont le pouvoir de choisir ceux qui vont les diriger. Mais après, quand ça ne marche pas avec ceux-là, ils ont le pouvoir de les sanctionner. C'est simplement ça. Quand le peuple vont véritablement jouer leur rôle, ils vont connaître quelle est leur importance. Parce que la démocratie rappelle que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, il est souverain. Il faudrait que le peuple, là, ce peuple, fasse preuve de souveraineté et décide d'une direction ou d'une autre. Mais il faut qu'il soit présent pour décider. Parce que quand il ne décide pas, ça va dans tous les sens. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi, lorsqu'il sera 14h précise pour une autre édition du Boulevard de la Culture.